J'avais passé toute ma vie à me dévouer corps et âme à ma fille, à élever ses enfants, à ramasser les morceaux de sa vie, toujours convaincue du meilleur, pour nous. Mais le jour où elle a gagné à la loterie, elle a simplement disparu, me laissant sous la pluie, déclarant publiquement que mon ticket était le sien. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais signé mon nom au dos. Et son silence arrogant allait lui coûter cher. Avant de replonger, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Voici mon histoire. La pluie glaciale n'était pas la seule chose qui s'infiltrait dans mes os cette nuit-là. C'était la glaçante réalisation que ma propre fille était devenue une étrangère. Les lumières des capteurs de mouvement de l'hôtel particulier inconnu et rutilant me brûlaient et les yeux rougis, floutant la pelouse immaculée. Chaque goutte de pluie semblait amplifier les mots qui résonnaient encore. La voix de Céleste, tranchante et définitive, déchirant la nuit comme du verre brisé. « Tu ne verras jamais un sou de mon argent, vieille sorcière. » Ma valise usée heurta le béton, s'ouvrant en éclats. Les vêtements que j'avais pliés des heures auparavant se répandirent, elle ne tressaillit pas. Céleste, ma fille, se tenait en silhouette dans l'entrée majestueuse, se détachant du décor opulent de l'intérieur. Son nouveau petit ami, à peine plus âgé que son propre fils, ricanait derrière elle, un trophée indésirable. L'hôtel particulier, encore paré de rubans d'agents immobiliers, se dressait, menaçant. Je restais figée, pas de cris, pas de supplications, juste une silencieuse reddition à la tempête. La pluie collait mes cheveux, mon mascara coulait, mais je restais parfaitement immobile. Dieu merci, mes petites fils n'étaient pas là pour voir leur grand-mère jetée comme un vieux chiffon. « Tu es une sangsue !» hurla-t-elle, sa voix rauque de mépris. « J'ai travaillé dur pour ça. Tu ne vas pas profiter de moi juste parce que tu es vieille. Travailler dur. » Ma mâchoire se serra. Je me retins de parler, connaissant la vérité. Elle avait gagné à la loterie 10 jours plus tôt, 10 millions d'euros. Et du jour au lendemain, j'étais un poids mort. Elle avait autrefois tissé des rêves de voyage, d'un appartement en duplex, près de chez nous pour les enfants. Elle m'appelait son pilier. Maintenant, elle ne m'avait même pas offert une couverture. Je me penchais pour ramasser mes chaussettes trempées, les mains tremblantes de froid et d'indignité. Je ne la laisserai pas me voir pleurer. Ses yeux, autrefois si doux quand je les embrassais le soir, étaient à présent vides et froids. « Dégage de ma propriété, » grogna-t-elle, « ou j'appelle la police. Tu n'as aucun droit d'être ici. Aucun droit. » Les mots se brisèrent en 1000 éclats en moi. J'avais envie de hurler à propos de 4 ans de loyer, d'avoir élevé ses enfants, d'avoir annulé ma propre retraite. Mais je n'étais pas prête à lui donner cette satisfaction. Serrant ma valise cabossée, je m'enfonçai à nouveau dans l'averse boueuse. Elle s'attendait à ce que je rampe, mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle n'avait jamais vérifié le nom sur ce ticket de loterie. Quelques semaines auparavant, nous étions une équipe. Dans notre petite maison à plusieurs niveaux, je cuisinais tandis que Céleste naviguait dans une autre recherche d'emploi infructueuse. Notre rituel, un ticket de loterie à la station-service, quand la vie semblait désolante. 10 millions d'euros, rêvait-elle, tenant son ticket comme un passeport doré. On partage à parts égales, maman. Je te couvre. Je la croyais. Même à travers les factures impayées, ces roulements d'yeux, ou ces entretiens qui finissaient au bar. Une mère trouve toujours des excuses. Nous amortissons les chocs, portons des fardeaux invisibles. Puis, elle a changé. Distante, sèche, murmurante. J'ai pensé à une dépression, je n'ai pas insisté. Jeudi, les informations locales ont rapporté un ticket gagnant de notre station-service habituelle.
Quelqu'un est millionnaire. Céleste s'est agitée. « Tu en as déjà acheté là-bas » a-t-elle demandé avec une décontraction forcée. « Oui, lundi, » ai-je dit. Elle a haussé les épaules, évitant mon regard. Le lendemain matin, le ticket avait disparu. Mon cœur s'est serré. Notre pacte, les promesses faites dans le confort survivent rarement à l'opportunité. Ce ticket était le mien. Je me souvenais très bien l'avoir acheté. Le sourire du caissier, mon flash nonchalant. 2 €. Le reçu était dans mon portefeuille. Je l'avais épinglé sur le frigo avec un aimant smiley, inconsciente du futur que j'étais sur le point de perdre. Quand je suis rentrée, elle était de mauvaise humeur, se plaignant d'un recruteur. J'ai proposé du thé. J'ai acheté un ticket, ai-je dit. Peut-être qu'on quittera enfin ce vieil endroit. Pas de rire, pas de sourire. Juste un plat. Ouais, ce serait quelque chose. Je l'ai collé sur le frigo et j'ai oublié. Pas elle. Cette nuit-là, elle a cuisiné, versé du vin. Elle m'a embrassée pour me souhaiter bonne nuit. Le lendemain matin, le ticket avait disparu. Seul l'aimant creux restait. Elle n'en a jamais parlé. Je n'ai jamais posé de questions, désespérée de croire. Mais sont arrivées les nouvelles chaussures, les appels chuchotés à minuit, la porte claquée pour avoir de l'espace. Je suis restée silencieuse. J'espérais. J'attendais. Jusqu'à ce que je ne puisse plus. Quelques jours plus tard, dans mon salon, elle a souri. « Tu ne vas pas croire ça. 10 millions d'euros. J'ai gagné !» a-t-elle soufflé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardée. Et j'ai su qu'elle mentait. Elle n'achète jamais de tickets. J'ai forcé un sourire. Waouh, incroyable. Elle m'a serré dans ses bras. On s'en va d'ici, la vie qu'on mérite. Mais je savais que ce « on » avait une date de péremption. Elle n'a jamais eu l'air de le penser. Mes entrailles hurlaient. Elle a pris mon ticket. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait vraiment volé. 3 jours plus tard, elle était partie. Pas d'adieu, pas de mots. Juste une brosse à dents manquante, un placard à moitié vide. Le silence. « Monsieur Dupont, notre voisin a confirmé un camion de déménagement à 5 heures du matin. Elle les dirigeait en talons et en robe de chambre. J'ai eu froid au ventre. Elle s'était éclipsée pendant que je désherbais le jardin. Elle n'était pas juste partie. Elle s'était échappée. J'étais un fardeau. Jeté. Sa tasse, les femmes fortes élèvent des filles fortes, avait disparu. Seule la mienne, et l'aimant, restait. J'ai pressé ma main contre le frigo, fixant l'endroit vide. Pas de blague, pas de suspicion. Elle a pris mon ticket. Et maintenant, elle était partie. J'ai appelé une fois, directement sur sa messagerie. Pas de message, pas de supplication. Des années passées à attendre qu'elle me choisisse, plutôt que la facilité. Je me suis assise à la table de la cuisine, regardant sa chaise vide. La vie injuste dont elle se plaignait toujours. Injuste. Je me suis souvenue d'avoir payé son loyer, élevé ses enfants, sacrifié ma propre vie pour la sienne. Maintenant, un hôtel particulier, mon argent, mon ticket. Elle appelait ça un miracle. Mais elle avait oublié quelque chose. Le nom. Elle n'avait jamais retourné le ticket, jamais vérifié qu'il avait signé. Cette arrogance allait tout réduire à néant. Je n'étais pas la femme qui avait essuyé ses larmes. Non, j'étais la femme qui avait signé ce ticket. Et j'en avais assez de me taire. Avez-vous déjà eu ce moment où vous réalisez que la personne que vous aimiez le plus ne vous voyait que comme un tremplin ? Céleste pensait que je ramperais, la queue entre les jambes, reconnaissante pour des miettes. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Je n'étais plus la même femme qui essuyait ses larmes et lui disait que tout irait bien. Non, j'étais la femme qui avait signé ce ticket et j'en avais assez de me taire. Elle était partie, mais pas invisible.
pas pour moi. Je voyais tout ce qu'elle faisait parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle arborait cette victoire comme un trophée, la paradant sur les réseaux sociaux. De mère célibataire fauchée à reine millionnaire, a-t-elle écrit sous une photo d'elle, sur les marches d'un hôtel particulier en marbre blanc, un verre à la main, les jambes croisées comme si elle y appartenait. Son sourire était large, mais je le connaissais trop bien. Ce n'était pas de la joie, c'était de la jubilation. Les gens avec qui elle célébrait, des cousins qu'elle n'avait pas appelés depuis 5 ans, de vieux amis de lycée qui parlaient-elle dans son dos, tout à coup, ils étaient de nouveau tous de la famille. Et moi, j'avais complètement disparu de sa narration. Pas de « merci maman », pas de « on l'a fait », pas même une photo de la maison que nous partagions, où je l'avais élevée, où je l'avais aidée à élever ses propres enfants, où je nettoyais ses bêtises et la soutenais quand elle s'effondrait. Elle m'a rayée de sa vie comme une tache dans sa nouvelle vie, parfaite. Mais je n'ai pas crié, je n'ai pas commenté, je n'ai rien publié, j'ai juste regardé. Car dans son arrogance, elle a oublié une chose. J'étais toujours sa mère. Et les mères, elles voient tout. J'ai vu son statut passer de recherche d'emploi à investisseur privé. Je l'ai vu taguer une agente immobilière de luxe dans une story intitulée « Nouveau départ ». Je l'ai vu publier des boomerangs de flûte de champagne qui s'entrechoquaient sur des toits de terrasse pendant que ces garçons jouaient en arrière-plan, sans surveillance. L'image de mes petits-fils dans ce chaos m'a glacée. Elle avait troqué la structure contre le spectacle. Et moi, elle m'a remplacée par une nounou qui ne savait même pas épeler correctement leur nom dans les légendes. Mais le pire n'était pas ce qu'elle montrait. C'était ce qu'elle avait complètement cessé de montrer. Les garçons. De moins en moins. D'abord juste une photo par semaine, puis plus rien. Et je savais ce que ça signifiait. Elle était occupée, distraite, égocentrique. Elle courait après une vie qu'elle n'avait jamais construite elle-même. Pas vraiment. Parce que la vérité, c'est qu'elle n'avait pas gagné cet argent. Elle l'avait volé. Et qu'elle le sache ou non, elle construisait sa maison de rêve sur du sable. Je ne l'ai pas confrontée. Pas encore. Parce que j'avais besoin de plus que de la colère. J'avais besoin de preuves. Alors j'ai ouvert un tiroir que je n'avais pas touché depuis des années. Et j'ai sorti le dossier avec mes vieilles listes de courses. Et oui, la photo que j'avais prise de ce ticket le jour où je l'avais acheté, juste pour le plaisir. Elle était là, floue, penchée, mais lisible. Date, heure, lieu, numéro. Le mien, je l'ai imprimé, glissé dans la poche de mon manteau, parce qu'elle m'avait laissé tomber. Mais j'allais lui ramener la vérité en pleine face. Et cette fois, je ne serais pas celle qui allait être effacée. Je ne suis pas allée la voir. Pas encore. Je suis allée à la station-service. La même où j'avais acheté du lait, des haricots en conserve. Et payé des factures par habitude depuis 15 ans. L'homme derrière le comptoir, Antoine, me connaissait par mon prénom. « Mademoiselle Evelyne !» a-t-il lancé en me voyant entrer. « Ça fait longtemps. » J'ai souri mais mon visage était tendu. « Antoine, j'ai quelque chose à te demander. Te souviens-tu du ticket de loterie que j'ai acheté lundi dernier? Celui où j'ai plaisanté en disant qu'il pourrait changer ma vie ?» Il a ri. « Oui, je m'en souviens. Vous avez dit que vous alliez vous acheter une villa au bord de mer et laisser la vaisselle à votre fille. » Je n'ai pas ri avec lui. Je me suis penchée, baissant la voix. Ce ticket a disparu et quelqu'un d'autre prétend l'avoir acheté. Son visage s'est décomposé. « Attendez, vous parlez du ticket gagnant ?» J'ai signé au dos. Ai-je dit. Je le fais toujours. Il a cligné des yeux. « Eh bien, zut alors. Je peux vérifier les images de surveillance si vous voulez. » Mes jambes ont failli me lâcher. « Pourriez-vous » 10 minutes plus tard, il m'a fait entrer dans l'arrière-salle. L'écran était petit, granuleux.
Mais j'étais là. Mon manteau, mon sac, mes racines grises apparentes sous mon bonnet. Ma main, tendue vers le comptoir, échangeant un billet contre ce petit bout de papier. Puis, sortant un stylo de mon sac à main et écrivant quelque chose. Mon nom. J'ai couvert ma bouche. « Antoine, ça vous dérangerait si j'enregistrais ça ?» Il a hésité, puis a hoché la tête. « Allez-y. » J'ai sorti mon téléphone et appuyé sur enregistrer. Pas de mots, juste la preuve. Plus tard dans la journée, j'ai appelé le bureau de la Loterie nationale. Je leur ai tout raconté. Quand j'ai acheté le ticket, ou que j'avais la surveillance, une photo des numéros, et surtout, mon nom signé au dos. La femme au téléphone a marqué une pause quand j'ai eu fini. Puis elle a dit « Je vais avoir besoin que vous nous envoyiez tout ce que vous avez. Nous ouvrirons une enquête. Si votre nom est au dos et qu'il correspond aux images, le gain peut être contesté légalement. » Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste demandé « Pouvez-vous bloquer les gains ?» Elle a répondu « Une fois l'enquête officiellement ouverte, oui. » Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Puis je me suis assise dans ma petite cuisine, celle dont elle se moquait de l'ancienneté. Et j'ai enfin laissé mon souffle me revenir. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas appelé. Qu'elle continue de siroter du champagne dans son luxe de location. Car pendant qu'elle était occupée à acheter du Prada et à brûler les ponts, je laissais les faits faire ce que des années d'amour n'avaient jamais pu, la tenir responsable. Et le meilleur dans tout ça, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Pas encore. Mais quand l'argent cesserait de couler et que les gens cesseraient d'applaudir et que le silence s'insinuerait comme une pourriture, elle lèverait les yeux et réaliserait que la femme qu'elle appelait une sangsue était celle qui tenait la plume depuis le début. N'est-il pas étonnant de voir comment les vérités les plus discrètes peuvent provoquer les plus grandes avalanches? La première chose que Céleste a faite avec l'argent, après avoir disparu, après m'avoir coupé de sa vie, a été de s'acheter des amis. Pas au sens propre, mais c'est ce que ça donnait. Du jour au lendemain, son profil sur les réseaux sociaux s'est transformé en une vitrine éblouissante. Sac de créateur, brunch au bord de la piscine, se vantant de dépenser 10 000 € en une seule virée shopping, comme si c'était une bagatelle. Puis ça a empiré. Elle a commencé à parler de moi, subtilement d'abord. Un post sur le fait d'éliminer les personnes toxiques, puis une photo d'elle trinquante avec de vieux amis sous la légende. Enfin libre des sangsues, entourez-vous de gagnants, pas de mendiants. Je l'ai lu 2 fois, mon visage brûlant, mon estomac noué. Rire. Émoji d'applaudissement. Son amie Chloé. On a toujours su que c'était un boulet. Quelqu'un d'autre. Bon débarras à la vieille profiteuse. Vis ta vie, ma belle. J'ai fait défiler des dizaines de commentaires si comme ça. Ils ne me connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas la femme qui se privait de repas pour que sa fille ait plus à manger. Celle qui s'est portée garante d'un loyer, alors que son dossier de crédit était dans le rouge. Celle qui tenait la main de sa petite fille en pleine fièvre et nettoyait le vomi du tapis pendant que sa mère sortait en boîte pour s'aérer la tête. Ils ne savaient pas ce que j'avais donné, parce que ma fille ne leur a jamais dit. Elle m'avait effacé d'un coup de clavier et laissé des étrangers me dépeindre comme une parasite pathétique. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas commenté. J'ai juste fait des captures d'écran de chaque mot cruel, de chaque publication vantarde, de chaque identification. Puis je les ai imprimés. Pendant qu'elle cherchait à se faire valoir, moi j'étais assise avec une avocate nommée Dana, recommandée par une voisine bienveillante qui avait vécu une situation similaire. Dana portait des lunettes, parlait avec une précision calme et ne m'a jamais demandé si j'étais sûre.
Elle a lu mes documents en silence. Mes tickets de caisse, la photo signée du ticket, les captures d'écran granuleuses de la surveillance de la boutique d'Antoine. Quand elle a eu fini, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Ce n'est pas seulement une fraude, Séveline. C'est un vol. Et vous avez un dossier solide. » J'ai hoché la tête. « Je ne veux pas me venger. Je veux ce qui me revient de droit. »« Oui, » a-t-elle confirmé. Nous avons tout soumis cet après-midi-là. À la fin de la semaine, le bureau de la Loterie nationale a confirmé enquête active, paiement gelé, annonce publique reportée. Malgré tout, je n'ai rien dit à Céleste. À quoi bon prévenir quelqu'un qui brûlait déjà les ponts derrière elle? Qu'elle s'aventure encore plus loin sur ce précipice? Qu'elle me raille plus fort tandis que les fondations s'effondraient sous ses talons? Plus elle publiait, plus elle s'exposait. Et elle n'avait aucune idée de qui la regardait. Plus maintenant. Elle a continué. Plus fort, plus méchante, plus suffisante. Mais je n'ai pas répondu. Pas de message, pas d'appel, pas même un avertissement. Car quand quelqu'un danse au milieu d'une tempête qu'il ne voit pas venir, on ne lui crie pas d'arrêter. On attend, c'est tout. Pendant qu'elle publiait des photos avec des légendes comme « Les vraies reines ne demandent pas la permission », j'étais assise dans le bureau de Dana, signant un affidavit formel confirmant la date exacte, le lieu et les circonstances de mon achat, pendant qu'elle mettait en ligne des vidéos affichant son indépendance. J'ai tranquillement transmis des relevés bancaires montrant mon ancien solde avant que l'argent ne disparaisse. Preuve de qui j'étais avant qu'elle ne parte avec mon avenir dans son sac à main. Je suis restée silencieuse. Et c'est devenu ma plus grande arme. Car mon silence l'a forcée à combler le vide avec du bruit. Un bruit qui exposait son ego, son impulsivité, son indifférence totale envers quiconque sauf elle-même. Elle appelait des parents que nous n'avions pas vus depuis des années. « On devrait se revoir », disait-elle, brandissant des voyages et des cadeaux comme un appât. Des gens qui ne se souvenaient même pas de son anniversaire étaient maintenant dans ses commentaires, prétendant l'aimer. Et moi, j'ai regardé, pas avec jalousie, plus même avec tristesse, avec clarté, car elle commettait la même erreur encore et encore, pensant que l'amour signifiait le contrôle, que le pouvoir signifiait la possession, que l'argent pouvait acheter une table rase et une perte de mémoire. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que pendant qu'elle traitait cette victoire comme un fantasme, je construisais quelque chose de solide, un dossier, des fondations, un avenir dans lequel elle n'avait plus aucune place. Dana m'a appelé tard un soir. « Evelyne, la commission de la loterie a officiellement reconnu votre revendication. Il gèle tous les comptes associés liés au ticket gagnant jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Le paiement est suspendu indéfiniment. » J'étais assise dans ma cuisine, une tasse de thé à la main, écoutant ces mots comme une musique. « Dois-je l'informer ?» ai-je demandé doucement. Dana a ri. « Non, les banques me s'en chargeront. » Et comme prévu, 2 jours plus tard, ces réseaux sociaux sont devenus silencieux. Un silence de mort. Pas de publication, pas de stories, pas de boutique de luxe, pas de bulles de champagne. Juste le silence. Je l'imaginais se réveiller, essayer d'utiliser sa carte et regarder l'écran affiché, refusé. Je l'imaginais essayer à nouveau, doigts frénétiques, voix confuse. Et puis finalement, la panique. Mais je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Car il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de dignité. La mienne. J'avais tout fait correctement. Je l'avais aimée au-delà de mes limites, sacrifiée au-delà de la raison, donnée sans rien prendre. Et elle m'avait rendu l'exil et la dérision. Mais maintenant, elle recevait exactement ce qu'elle m'avait donné. Rien.
Combien de fois confondons-nous le silence avec la reddition, pour apprendre ensuite que c'était le calme avant la tempête. L'État a tout vérifié. Chaque seconde floue de la séquence, chaque ligne tremblante de ma signature. Ils n'ont pas hésité. Chaque horodatage, chaque angle de caméra, chaque seconde granuleuse de vidéo montrant ma main prenant ce ticket, le glissant dans mon sac à main, signant mon nom d'un stylo tremblant, tout était à moi. Ceci sera transmis pour une annonce publique, m'a dit le fonctionnaire. Nous publierons une correction et préparerons un communiqué de presse pour la véritable revendicatrice. Véritable revendicatrice. Cela sonnait comme un titre, un rôle que j'avais gagné juste en étant honnête. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment vue. Non pas comme la mère de quelqu'un, non pas comme un paillasson ou un fardeau, mais comme une personne qui s'était accrochée à la vérité. Même quand elle l'avait presque écrasée. J'ai raccroché et j'ai regardé la maison silencieuse autour de moi. Pas de lustre, pas d'escalier résonnant ni de vue sur l'océan. Juste la bouilloire, le rideau effiloché, la peinture écaillée près de l'évier. Pourtant, cela me semblait plus un foyer que n'importe quel hôtel particulier n'aurait jamais pu l'être. Je ne me suis pas précipitée pour le dire à qui que ce soit, pas même à la voisine qui m'avait prêté un plat à gratin et avait un jour murmuré « Vous êtes trop bien pour être traité comme ça ». Il ne s'agissait pas de leur prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de me prouver à moi-même que je n'étais pas devenue folle, que je n'avais pas imaginé son changement, sa froideur, le moment où elle a cessé de me voir comme de la famille et a commencé à me voir comme une concurrente. Et elle pensait que je resterais silencieuse pour toujours, que je serais trop gênée, trop insignifiante, trop vieille pour me défendre. Mais elle a oublié. Le silence ne signifie pas la faiblesse, et la dignité ne demande pas la permission. J'ai regardé par la fenêtre cette nuit-là, le ciel sombre et sans étoiles, et je me suis autorisée à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. La paix. Parce que je n'ai pas seulement récupéré mon ticket, je me suis retrouvée moi-même. La version de moi-même qui connaissait sa valeur, qui savait quand donner et quand arrêter de donner, qui ne mesurait plus son amour à la quantité de ce qu'elle pouvait endurer. La conférence de presse était prévue pour la semaine prochaine. Un préavis minimal, juste assez de temps pour se préparer. Je n'ai pas prévenu Céleste. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle ne m'a jamais dit qu'elle partait, ne m'a jamais dit qu'elle déménageait, n'a jamais dit un mot alors qu'elle empochait 10 millions d'euros et disait au monde que c'était à elle. Elle a oublié de regarder en arrière et je n'allais pas la prévenir de regarder devant. Qu'elle le découvre comme je l'ai fait, seule, stupéfaite, au milieu d'une vie qui ne lui appartenait pas. La vérité était en chemin et elle portait mon nom. La veille de la conférence de presse, je n'ai pas pu dormir. Non pas à cause des nerfs, non pas par peur, mais à cause des souvenirs. J'étais allongée sur mon vieux lit simple, le ventilateur de plafond tourbillonnant au-dessus de moi. Et je fixais l'obscurité, tandis que des images défilaient dans mon esprit, comme un film que personne n'avait demandé à voir. Ses premiers pas, sa première peine de cœur, comment elle s'était une fois glissée dans mon lit à 15 ans, les joues marbrées, le mascara coulant, murmurant « Pourquoi tout le monde part ?» Je l'ai serrée cette nuit-là jusqu'à l'aube. Je n'aurais jamais pensé que ce serait elle qui me laisserait tomber. Je pensais construire une vie où le sacrifice était sa propre récompense. Que si je continuais à donner, à ménager de l'espace pour son chaos, un jour elle se retournerait et dirait « Maman, je te vois ». Elle ne l'a jamais fait. Et cela me brisait le cœur autrefois. Mais allongée là dans le calme, j'ai réalisé quelque chose. J'avais fait tout ce que je pouvais et elle avait choisi. Les gens aiment dire.
Les liens du sang sont plus forts que ceux de l'eau, mais ils ne finissent jamais la citation. Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre, ce qui signifie que les liens que l'on choisit ont plus de valeur que ceux avec lesquels on est. Elle a choisi l'argent au détriment du souvenir, l'ego au détriment de l'honnêteté, l'image au détriment de moi. Et j'en avais fini de me blâmer pour ça. J'ai repensé à toutes les fois où je l'ai bordée, alors que je n'avais pas dormi, où j'ai payé son loyer avec l'argent destiné à mes médicaments, annulé des rendez-vous chez le médecin, des sorties entre amis, même mes propres rêves, parce que les siens semblaient toujours plus urgents. Mais maintenant, je ne me sentais plus vide. Je me sentais pure, comme si tout ce qu'elle m'avait pris avait été remplacé par quelque chose de mieux, la clarté. Avez-vous déjà trouvé la paix en renonçant à ce que vous pensiez devoir porter pour toujours? Le lendemain matin, je me suis tenue devant le miroir, attachant mes cheveux, enfilant le chemisier que je gardais pour les jours de fête. Ce n'était pas tape à l'œil, pas cher, mais c'était le mien. Un vêtement simple pour une journée profonde. Le trajet jusqu'à la conférence de presse fut silencieux. Dana était assise à côté de moi, sa mallette sur ses genoux, le regard serein. Elle n'a pas demandé si j'étais prête. Elle savait que je l'étais. Nous sommes arrivés au petit auditorium. Rien de grandiose, juste un pupitre, une bannière et une salle remplie de reporters locaux, bourdonnant de questions. Le fonctionnaire a appelé mon nom. Aujourd'hui, nous sommes ici pour clarifier la légitime propriété du ticket gagnant de 10 millions d'euros, acheté à la station-service du coin, sur la Nationale 18. Les flashs crépitaient. Je me suis avancée, ma voix stable, claire. Je m'appelle Evelyne Dubois. Ai-je dit? J'ai acheté ce ticket. Je l'ai signé. Et je suis la légitime gagnante. C'était terminé en 3 minutes. La presse a essayé de poser d'autres questions. J'ai souri poliment et je me suis retirée. Je n'avais plus besoin de me justifier. La vérité avait déjà parlé. Et quelque part, le monde parfait de ma fille se fissurait. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais déjà ce que ça donnait quand les gens réalisaient que leur château était bâti sur du sable volé. Je n'ai rien publié après la conférence de presse. Pas de tag, pas de vantardise. Je n'ai même pas dit un mot à quiconque en dehors du cercle légal. Mais d'une manière ou d'une autre, Céleste n'avait toujours rien appris. Le lendemain matin, elle a posté une story depuis un bar lounge sur un toit, portant de nouvelles perles et tenant un cocktail, comme si le monde lui appartenait toujours. Manifester plus de millions, disait la légende. J'ai fixé mon téléphone, les lèvres serrées. Elle n'en avait aucune idée. Aucune idée que l'État avait gelé ses comptes. Aucune idée que l'enquête était terminée. Aucune idée que son nom allait être effacé de chaque centimètre du prix qu'elle avait réclamé. Et je ne lui devais aucun avertissement. Qu'elle profite d'un dernier coucher de soleil sur une ligne d'horizon louée. J'avais organisé la conférence de presse pour une raison. Un préavis minimal, un lieu discret. Juste assez de présence pour être officielle, mais pas assez pour l'alerter avant que ce ne soit fait. Elle ne savait pas parce que je ne le lui avais pas dit. Et elle n'avait pas vérifié parce qu'elle pensait que j'étais incapable d'agir. C'était son angle mort. Elle pensait que mon silence signifiait l'abandon. Elle a oublié qui l'avait élevée. La femme qui assistait aux réunions scolaires avec une colonne vertébrale en acier. La femme qui travaillait des heures supplémentaires pour payer son appareil dentaire, puis cousait sa robe de bal avec des tissus en solde, parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir celle qu'elle voulait vraiment. La femme qui restait éveillée toute la nuit pour la réconforter lors de ruptures, d'attaques de panique, de larmes postpartum. J'avais été son pilier jusqu'à ce qu'elle le brise. Alors maintenant, je me tenais seule, non pas plus faible, non pas moindre,
mais plus lucide. Je n'avais pas besoin que le monde sache ce qu'elle avait fait. J'avais juste besoin que la loi le sache. Et c'est ce qui s'est passé. Dana m'a envoyé les documents mis à jour cet après-midi-là. La preuve que l'État m'avait transféré tous les droits de gain, que le paiement serait réémis sous mon nom, que l'ancienne revendicatrice, ma fille, n'avait plus légalement droit à 1 centime. Je me suis assise à la table de la cuisine, le papier en main, et j'ai respiré. Elle n'avait toujours pas appelé, toujours pas remarqué. Et une partie de moi ne le voulait pas, car plus elle resterait dans l'ignorance, plus la chute serait brutale. Les gens comme elle ne voient que la vérité que lorsqu'il est trop tard, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent, que les applications bancaires cessent de fonctionner, que les amis ne répondent plus, et que les gens qu'elle a essayé d'impressionner avec 10 millions d'euros lui tournent le dos sans un second regard. Cela allait arriver. Et quand cela se produirait, je n'élèverais pas la voix. Je ne claquerais aucune porte. Je la regarderais simplement dans les yeux et ferais ce à quoi elle ne s'attendait jamais. Je m'en irais. Parfois, les actes les plus puissants sont ceux accomplis avec une confiance tranquille. Vous ne croyez pas? Au moment où la nouvelle l'a finalement atteinte, l'horloge sur le mur de ma cuisine a dépassé 12h18 et mon téléphone a éclaté dans une frénésie. Il bourdonnait comme un essaim de frelons enragés piégés dans un bocal. Chaque vibration faisait trembler la table en chêne usée en dessous. Un rappel incessant d'un monde qui exigeait mon attention. J'ai ignoré chaque appel, chaque sonnerie, chaque pulsation insistante. Mon cœur savait qui il attendait, et ce n'étaient pas les voisins ou les chaînes d'information, ou les voix curieuses avides de potins. Je suis restée immobile, les mains jointes sur mes genoux, le poids des années appuyant sur ma poitrine comme une pierre polie par le courant incessant d'une rivière. Je l'attendais. À 13h43, j'ai finalement décroché. L'écran du téléphone s'est illuminé avec son nom, Céleste. Un nom qui autrefois sonnait comme la famille, mais qui avait maintenant un goût amer, comme du café oublié trop longtemps sur le réchaud. J'ai répondu. Elle ne s'est pas embarrassée de politesse. Pas de « bonjour », pas de « tu vas bien ». Sa voix a déchiré la ligne, brute et acérée, un cri qui portait le poids d'une vie, qui se désagrégeait en temps réel. « Tu as volé ma vie !» hurla-t-elle, sa voix se brisant de panique. C'était le genre de panique qui éclate quand quelqu'un réalise que le masque minutieusement élaboré qu'il a porté pendant des années fond sous les feux de la vérité, exposé aux yeux de tous. Sa voix était une tempête, sauvage et indomptée, mais je suis restée silencieuse, laissant la tempête faire rage. Je pouvais l'imaginer arpenter, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ses paumes, son monde soigneusement bâti s'écroulant sous la lumière crue d'une scène publique. « Tu te crois maligne? Que le diable t'emporte » cracha-t-elle, un son teinté d'un venin que j'avais déjà entendu, mais jamais dirigé aussi purement vers moi. « Tu penses que c'est ça la justice? Tu m'as humiliée devant tout le monde. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Comment suis-je censée les affronter ?» Ces mots restèrent suspendus, tremblants, remplis d'un apitoiement si profond qu'il en devenait presque comique. J'ai laissé le silence s'étirer, juste assez longtemps pour la sentir se tortiller à l'autre bout du fil. Ce malaise de quelqu'un qui réalise que son public ne lui emboîte pas le pas. Quand j'ai enfin parlé, ma voix était stable, basse, une lame aiguisée par des années à ravaler ma propre douleur. « Tu pourrais commencer, » ai-je dit, par dire merci. La ligne devint si silencieuse que j'entendis son souffle se couper. Un halètement aigu et surpris. « Pourquoi faire ?» exigea-t-elle, sa voix se brisant comme de la glace mince sous les pieds, totalement désemparée par ma réponse. L'audace de la chose,
même dans son désespoir, était à couper le souffle. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise. Le grincement familier de son vieux bois manquant dans ma petite maison solide. Pour les 5 ans où j'ai maintenu cette maison à flot, quand tu ne trouvais pas de travail, ai-je commencé. Chaque mot précis, mesuré, mais imprégné du poids de sacrifices oubliés. Pour les 3 fois où j'ai payé tes fichues dettes de carte de crédit sans un mot, même quand cela signifiait que je ne payais pas mes propres factures. Pour avoir élevé tes enfants, oui, tes enfants, pendant que tu étais dehors, à te chercher dans les bars et les rêves empruntés. Pour ne pas avoir appelé la police cette nuit-là, où tu t'es esquivé par la porte avec un ticket de loterie qui n'était pas le tien, tes mains tremblantes, mais tes yeux froids de détermination. « Tu mens !» lança-t-elle. Mais il y avait un tremblement dans sa voix, une fissure dans son armure qui n'avait jamais été là auparavant. Elle savait. Elle avait toujours su. « Non !» ai-je dit, mes mots tranchant net à travers son déni. « J'ai la preuve. J'ai signé le ticket. Les images de surveillance de la boutique ont été vérifiées. J'aurais pu le récupérer discrètement, régler ça dans l'ombre, là où tu l'avais laissé. Mais tu as fait en sorte que tout le monde entende ta version, n'est-ce pas? Le paradant sur cette scène, brodant ton histoire pour les caméras. Alors j'ai fait en sorte qu'ils entendent la mienne. Elle s'est brisée alors, non pas avec de douces larmes ou du remords, mais avec les sanglots bruts et désespérés de quelqu'un qui voit son empire de mensonges s'écrouler. « Tu as tout ruiné !» étouffa-t-elle, sa voix épaissie par cette peur qui vous envahit quand le monde vous voit tel que vous êtes, mise à nu. « Non !» ai-je dit, calme comme un matin d'hiver. Ma voix sonnait comme de l'eau fraîche sur une plaie brûlante. « Tu as construit cette ruine. J'ai juste cessé de faire semblant que c'était un palais. » Son souffle se coupa de nouveau. Un son rauque. Et je pouvais presque la voir chercher ses mots. Un moyen de reprendre le contrôle. De trouver un récit où elle serait la victime. « Oh, tu ne comprends pas !» plaida-t-elle, un ton désespéré dans sa voix, teinté d'un terrifiant manque de conscience de soi. « J'ai acheté des choses. La maison, la voiture, les vêtements, tout. Tout a disparu maintenant, n'est-ce pas? Tu as tout pris. Je n'ai pas scié. J'en ai déjà fait don de la moitié. » ai-je dit, ma voix inébranlable, chaque mot délibéré. À des refuges pour femmes, à des mères célibataires qui se battent pour leurs enfants au lieu de les abandonner. À ceux qui ne traitent pas leur propre chair et leur propre sang comme des déchets laissés sur le trottoir. Elle haleta, un son si aigu que c'était comme si je l'avais frappée au visage. « Tu es folle !» murmura-t-elle, mais il n'y avait plus de conviction, seulement l'écho de sa propre défaite. « Non !» ai-je dit, ma voix douce mais inflexible. « J'en ai fini d'être ton ombre, ton filet de sécurité, ton associée silencieuse dans une vie que tu n'as pas gagnée. » Et puis, j'ai raccroché. Pas d'avertissement, pas d'hésitation. Juste le doux clic de l'appel terminé, comme la fermeture d'une porte que j'avais tenue ouverte bien trop longtemps. Le silence qui a suivi était différent. Pas lourd, pas suffocant, mais léger, comme le premier souffle après une longue plongée sous l'eau. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme une mère, nettoyant le chaos des autres, ou une sœur portant le fardeau des autres. Je me sentais moi, intègre, déchargée, la véritable gagnante d'un jeu que je n'avais pas choisi de jouer. Alors que je posais le téléphone, un frisson de quelque chose remua dans ma poitrine. Pas de la culpabilité, pas de regret, mais une question. Que se passe-t-il ensuite quand on a brûlé le pont que l'on a passé une vie à construire et que pourtant, paradoxalement, on se sent plus libre que jamais? Le soleil avait à peine pointé à l'horizon le lendemain matin, quand le monde commença à basculer sous les piètres de Céleste. Dès l'aube,
Ses comptes étaient gelés, verrouillés aussi fermement qu'un coffre-fort. Les banques, avec leur froide efficacité, avaient agi rapidement une fois la réclamation pour fraude confirmée, leur système clignotant en rouge sous le poids de sa tromperie. Sa maison, ce somptueux hôtel particulier en verre, dont elle s'était vantée sur chaque publication de réseaux sociaux, était maintenant sous examen, son titre emmêlé dans un nœud juridique qu'elle ne pouvait défaire. La voiture, un élégant cabriolet qu'elle conduisait comme une couronne, était louée sous un nom qu'elle n'avait plus de droit légal à. Même les bijoux, ces chaînes et bagues étincelantes qu'elle portait comme une armure, et les sacs à main de créateurs empilés dans son placard comme des trophées d'une guerre qu'elle n'avait pas menée, chacun d'eux étant relié à des reçus, et pas un seul ne portait son nom. La vérité démêlait sa vie fil par fil, et je n'ai pas eu à lever le petit doigt. C'est ça le vol, c'est un château de cartes, fragile et éphémère. Une fois que la vérité souffle, il s'écroule sous son propre poids. J'ai appris l'histoire par notre cousine Chloé, qui venait tout juste d'être de nouveau entraînée dans l'orbite de Céleste, après 5 ans de silence. Chloé m'a appelée, sa voix mêlée de choc et d'amusement sombre, me racontant comment Céleste, celle qui m'avait hurlé dessus la veille, avait fait irruption dans une boutique du centre-ville, son aura de confiance inébranlable, la suivant comme un parfum. Elle avait glissé sa carte pour un foulard en soie, quelque chose pour apaiser le picotement de son humiliation publique. L'écran afficha « Refusé ». Elle a essayé une autre carte. Ses joues rougies tandis que le sourire poli du caissier se crispa. Refusé. Chloé a dit qu'elle était sortie en trombe, hurlant à propos de panne et de poursuite, sa voix résonnant sur les murs polis de la boutique. Mais ce n'était pas une panne. C'était la conséquence, froide et implacable, le genre qu'elle n'avait jamais vu venir, parce qu'elle pensait que personne n'oserait la tenir responsable, surtout pas moi, la mère discrète qui lui tressait les cheveux, avant les entretiens d'embauche, lui murmurant qu'elle était capable de tout, même quand elle doutait d'elle-même. Je suppose qu'elle a oublié que j'étais capable aussi. Je ne connais pas le moment exact où elle a réalisé. Peut-être quand la lettre du loto national est arrivée. Son sceau officiel épelant sa défaite en encre noire et crue. Peut-être quand l'avis d'expulsion a été collé à la porte d'entrée de cet hôtel particulier, sa façade de verre reflétant son visage stupéfait. Ou peut-être quand elle s'est assise en face d'une avocate, sa voix tremblante, alors qu'elle essayait d'expliquer comment sa propre mère pouvait lui faire ça, pour que l'avocate fasse simplement glisser un dossier sur la table, calme comme un lac d'été. À l'intérieur, les images de surveillance de la supérette du coin, granuleuse mais indubitable, la montrant glissant ce ticket de loterie dans son sac à main. Des reçus méticuleusement catalogués, aucun à son nom. Et ma signature, audacieuse et claire, sur le ticket qui a tout changé. Chaque preuve était une brique dans le mur, l'enfermant. L'ironie était aussi cinglante qu'un vent d'hiver. Elle pensait que l'argent la rendait intouchable, une reine dans un château bâti sur des mensonges. Elle paradait sa richesse, son statut, sa victoire, ne jetant jamais un coup d'œil en arrière à la femme qui l'avait soutenue à chaque chute. Mais en fin de compte, ce n'est pas l'argent qui l'a brisée. C'était la vérité, implacable, sans concession, et enfin libérée. Elle l'a mise à nu, la laissant debout au milieu des décombres de ses propres choix, tandis que je me tenais sur un sol solide, pour la première fois depuis des années. Elle s'est présentée 3 jours après la débâcle. Pas d'appel, pas d'avertissement. Juste un coup frappé à la porte avec frénésie, comme si elle était encore le centre d'un monde qui avait cessé de tourner pour elle depuis longtemps. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai observée depuis la fenêtre du salon,
cheveux emmêlés, maquillage coulant, vêtue d'un sweatshirt qui ne correspondait pas à la version d'elle qui avait posé en robe de soie et publié des messages sur le fait de laisser derrière elle l'énergie de la misère. Elle ne pleurait pas vraiment. Elle était furieuse. J'ai ouvert la porte d'un pouce, juste assez pour voir ses yeux. « Maman !» dit-elle, voix perçante, essoufflée. « On doit parler. » Je n'ai pas bougé. Il n'y a plus rien à dire. « Tu ne peux pas me faire ça !» lança-t-elle. « Je ne savais pas que c'était ton ticket. Tu n'as pas demandé. » Ai-je répondu, ma voix monocorde. « Tu n'as même pas vérifié. Tu l'as juste pris et t'es enfui. » Sa bouche se crispa. « Bon, d'accord. Peut-être que j'ai fait une erreur. Mais geler mes comptes, tout reprendre, ce n'est pas la justice. C'est de la vengeance. » J'ai incliné la tête. « Tu m'as traité de sorcière, de sangsue. Tu as affiché mon humiliation comme si c'était un jeu. Ça, c'était... » Elle commença, puis s'arrêta, réalisant qu'il n'y avait aucune excuse valable. J'ai attendu. Elle déplaça son poids d'un pied sur l'autre. J'ai besoin d'aide. Voilà. La vérité sous tout le bruit. Pas de remords. Pas de culpabilité. Juste un besoin. Elle avait de nouveau besoin de moi. Mais pas comme d'une mère. Comme d'une ressource. J'ai laissé le silence s'étirer suffisamment longtemps pour qu'elle se tortille. Sa voix devint plus dure, plus désespérée. « Tu as marqué ton point. Tu as eu ton argent. Ton nom est sur le chèque. Contente maintenant? On peut revenir à la normale ?» J'y ai réfléchi un instant. À ce que « normal » signifiait autrefois. Cela voulait dire que je la portais, que je la finançais, que je nettoyais derrière elle pendant qu'elle construisait des châteaux avec mes os. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Au revoir !» Sa mâchoire tomba. « Quoi ?» Je ne me suis pas répétée. J'ai juste commencé à fermer la porte. « Tu vas regretter ça ?» cria-t-elle, la voix montant. « Tu penses qu'au latino que cet argent va te rendre heureuse? Tu penses pouvoir acheter la paix ?» J'ai marqué une pause. Et pour la première fois, j'ai souri. « Non, mais je t'ai racheté hors de ma vie. » Puis j'ai fermé la porte. Pas de claquement. Juste le silence. Combien de fois découvrons-nous que la vraie liberté ne vient pas de ce que l'on gagne, mais de ce que l'on lâche enfin? Le doux clic du téléphone résonna dans ma petite cuisine. Un son qui marquait non pas une fin, mais un nouveau départ profond. Le silence qui a suivi était différent. Pas lourd, pas suffocant, mais léger. Comme le premier souffle après une longue plongée sous l'eau. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme une mère nettoyant le chaos des autres, ou une sœur portant le fardeau des autres. Je me sentais moi, intègre, déchargée, la véritable gagnante d'un jeu que je n'avais pas choisi de jouer, mais que j'avais terminé à mes propres conditions. Ma maison, la petite maison à plusieurs niveaux, avec la peinture écaillée près de l'évier et le rideau effiloché, me sembla soudain plus grande. Ce n'était pas un hôtel particulier, pas de sol en marbre étincelant, ni de piscine à débordement. Mais c'était la mienne. Chaque éraflure sur le bois, chaque tache estompée sur le canapé, portait le souvenir de la persévérance, pas de la prétention. J'ai traversé les pièces, traçant les lignes familières d'une vie reconstruite brique par brique, non brisée par la cupidité d'autrui. Le vieil aimant Smiley tenait toujours sa place sur le frigo. Mais maintenant, il ressemblait moins à un rappel vide qu'à un témoignage de la vérité que j'avais enfin libérée. La nouvelle de la chute de Céleste, comme une traînée de poudre, se répandit dans les petits cercles qu'elle avait désespérément cherché à impressionner. J'entendis des bribes d'informations de vieilles connaissances, de parents éloignés qui, avec un revirement ironique, se souvenaient soudainement de mon nom. L'hôtel particulier, symbole de sa victoire volée,
devint une cage qu'elle avait elle-même construite, finalement saisie. Les articles de luxe, les vêtements de marque, les voitures tape à l'œil, tout disparut, saisi ou rendu. Ces réseaux sociaux méticuleusement mis en scène, jadis une vitrine éblouissante d'un faux triomphe, devinrent silencieux, puis finalement entièrement vides. Les émojis d'applaudissements cessèrent, les commentaires obséquieux disparurent. Il ne lui restait que le reflet cru de ses choix, dépouillé de tout ce clinquant emprunté. Les gens comme elle ne voyèrent la vérité que lorsque les lumières s'éteignaient, que les applications bancaires ne fonctionnaient plus, que les « amis » ne répondaient plus. Ce n'était plus de mon fait, c'était la loi et la conséquence naturelle d'une vie bâtie sur le sable. Je pensais aux 10 millions d'euros, la moitié, comme promis, déjà versés à des fondations dédiées à l'aide aux femmes et aux mères célibataires, soutenant discrètement les familles qui se battaient pour leurs enfants au lieu de les abandonner. Il ne s'agissait pas de gestes publics pour moi. Il s'agissait de créer un héritage d'aide authentique, un contraste frappant avec la vie que Céleste avait recherchée. Le reste, il serait géré, me permettant de vivre confortablement, sans souci, et avec la liberté de choisir mes journées. Fini les excuses pour de mauvaises hanches ou de pires pensées. Fini d'annuler ma propre vie. Je m'assis sur ma véranda, la même véranda où je rêvais autrefois d'une balançoire, maintenant baignée par le doux soleil de l'après-midi. L'air était doux, portant le parfum du jasmin en fleurs de mon jardin. Ce n'était pas une vengeance au sens amer du terme. C'était une récupération, une libération. Je n'avais pas seulement récupéré mon ticket, je m'étais retrouvée moi-même. La version d'Evelyne Dubois, qui connaissait sa valeur, qui savait quand donner, et surtout, quand arrêter de donner. La femme qui ne mesurait plus son amour à la quantité de ce qu'elle pouvait endurer. Il n'y eut pas de danse de la victoire, pas de cri triomphal dans le vent, juste une paix profonde et installée, qu'enfin, après une vie de sacrifice et de compromis, ma dignité m'appartenait. J'avais enfin compris que s'éloigner, vraiment s'éloigner, était le pas le plus fort que je pouvais faire. Et n'est-il pas étonnant de voir comment la force tranquille de l'estime de soi peut être le plus retentissant des triomphes? Partagez vos réflexions sur le parcours d'Evelyne et ce que la véritable justice signifie pour vous dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte et nous aimons vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de résilience et de rebondissements